Le ciel d'Homère d'Agnès de l'Estrade. Chapitre 1. Une rencontre inattendue. La première fois que j'ai rencontré Homère, c'était à l'arrêt de bus. Avec maman, on venait juste de déménager dans un nouvel appartement et je découvrais les rues et les gens du quartier. Maman m'avait déposé avant de filer au théâtre où elle est directrice. J'attendais mon car en buvant mon mille pop quand un vieux monsieur est arrivé en boitant. Il s'est assis à côté de moi et il m'a demandé mon nom. Son visage était doux et ses yeux verts comme des lacs. Sa barbe était blanche, ses cheveux lui arrivaient aux épaules. À vrai dire, il ne sentait pas la rose, mais plutôt les chaussettes. Je m'appelle Homère. Tu es nouvelle dans le quartier? Son haleine aussi ne sentait pas bon. J'ai plongé mon visage dans mon manteau. Et puis j'ai pensé à ce que dit maman, qu'on doit être poli avec les personnes âgées. Et ce monsieur avait au moins 80 ans. D'un autre côté, elle dit aussi que je ne dois pas parler aux inconnus. Dans ma petite tête, tout est allé très vite. Cet inconnu avait une tête de gentil grand-père. J'ai fini par répondre. J'ai désigné un immeuble aux pierres roses un peu plus loin. Alors, on est voisins. Moi, j'habite juste en face. Habiter en face, c'est impossible parce que c'est un ancien cimetière, maintenant abandonné. Un genre de jungle avec de vieilles tombes vides et plein de chats sauvages qui font un sacré boucan. Souvent, je les observe depuis la fenêtre de ma chambre. Ce vieux bonhomme était sûrement dérangé. Je me suis levé et à ce moment-là, mon bus est arrivé. J'ai soupiré et je suis monté dedans sans me retourner. Le soir, après l'école, j'avais décidé de rentrer à pied, histoire de digérer une très mauvaise nouvelle. À la dernière rédaction où j'avais mis un paquet de temps de tout mon cœur, je venais de récolter un 9 sur 20. Trop superficiel. Tu n'approfondis pas assez le sujet et tu ne parles pas de tes sentiments. Voilà le commentaire meurtrier de la maîtresse sur la 7e merveille du monde. Je m'étais retenu de pleurer en classe, mais à l'intérieur de moi, c'était les chutes du Niagara. Marcher me ferait du bien. En traversant le jardin public, je serais vite à la maison. J'avais gardé quelques restes de biscuits au fond de ma poche et je me dirigeais vers mon endroit préféré, le petit lac avec les oies et les canards. Chapitre 2. Nul, nul, nul. Tout en regardant les canards picorer les miettes de mon gâteau, je laissais couler mes larmes. Je me sentais nul. Nul en rédaction, nul en maths, nul en sport, nul en copine. Nul en amoureux.
Depuis que papa avait quitté la maison, c'était comme ça. J'avais perdu toute confiance en moi. Papa l'avait emporté avec lui dans ses bagages. Anouchka, voyons, disait maman. Tout ça, c'est dans ta petite tête. Tu es une fille merveilleuse. Une perle de lumière, mon feu d'artifice. Et elle me prenait dans ses bras en disant ça. Elle me serrait bien fort en me chatouillant sous les bras, comme si quelques chatouilles pouvaient effacer tous les chagrins. Le premier problème avec maman, c'est qu'une pomme n'est pas un simple fruit. C'est une délectation acidulée. Le deuxième problème, c'est qu'elle n'est pas souvent là, toujours en train de courir, au théâtre, aux répétitions ou au spectacle. Ou alors elle est pendue à son téléphone portable pour régler un problème de dernière minute. Comme la fois où l'on devait passer une bonne petite soirée toutes les deux. Aller voir un film rigolo et manger des nouilles chinoises. Un problème de dernière minute l'avait obligé à courir au théâtre. J'avais fini toute seule devant la télé avec une soupe en sachet. Certains soirs, elle me menait avec elle. Il faut cultiver ma puce. Elle me déposait dans les coulisses en déclarant « Ouvre tes oreilles et tes yeux. Anouchka, hein, ma perle, allez, je te laisse. Il faut que je file. » Quand papa nous a quittés, maman m'a amené chez une psychologue qui m'a posé tout un tas de questions indiscrètes. Je ne comprenais pas pourquoi je devais lui raconter des trucs intimes sur moi. J'avais l'impression d'être toute nue. Alors j'ai dit à maman que j'allais très bien et que je n'avais plus besoin de sa psychologue. Et elle m'a fait confiance. L'année dernière, une fois, le maître nous avait donné une rédaction à faire en classe. Si vous aviez une baguette magique, vous changeriez quoi? J'ai su tout de suite ce que je ferais. Je ferais revenir papa à la maison. Maman et lui s'embrasseraient sur la bouche comme avant, avec des yeux brillants comme des planètes. On partirait faire du vélo tous les trois. On camperait dans les champs. On se raconterait des histoires qui font peur et on s'aimerait pour toujours. Mais ça, c'était trop dur à écrire. Ça restait coincé dans ma gorge comme une grosse boule en ciment qui ne fondrait jamais et qui m'empêcherait pour toujours de respirer. Ça ne regardait personne, surtout pas le maître, parce que c'était ma vie privée et que c'était bien trop lourd pour une feuille de papier. Alors, j'avais raconté une histoire de papillon qui se transforme en chenille et j'avais eu 4. Normal, c'était du grand n'importe quoi. Chapitre 3, moment de réconfort. En regardant les canards picorer les miettes de mon choco, je pensais qu'ils avaient de la chance, que manger les restes de mon biscuit suffisait à leur bonheur. Soudain, j'ai senti une main se poser sur mon épaule. Je me suis retourné et j'ai vu Homer, le vieux monsieur avec qui j'avais parlé le matin. Il était là, devant moi, avec ses yeux comme des lacs. Il avait l'air d'avoir tout son temps, du temps libre. Rien que pour moi, du temps à perdre, dirait maman. Les yeux
d'Homère était si gentil que j'ai pleuré encore plus fort. Parfois, c'est comme ça le chagrin, ça saute sur le premier venu, sur quelqu'un qu'on ne connaît même pas et à qui on déballe tout ce qu'on a sur le cœur. Comme ça, comme un gros paquet, excuse-moi, comme un gros paquet qu'on dépose. En silence, Homère s'est assis à côté de moi, sur le banc, et cette fois-ci, grâce à mon nez bouché, je n'ai pas senti son odeur désagréable. Il a sorti quelque chose de son manteau gris et il l'a posé délicatement sur mes genoux. C'était un chat, un minuscule petit chat, avec le bout des oreilles tout blanc. Il s'appelle Mimi. J'ai souri à travers mes larmes parce que Mimi s'étirait en bêlant. Il me regardait avec ses petits yeux bleus, pleins de confiance, et pendant 10 secondes, j'ai oublié tous mes soucis. Il est trop beau, vous l'avez trouvé où? Dans la rue, il était SDF, sans maison. Si tu préfères, alors je l'ai accueilli dans mon palais. J'ai levé la tête, vous habitez dans un palais? Il a éclaté de rire, là j'ai bien vu qu'il lui manquait plein de dents. Un peu comme quand on est enfant, sauf que lui, il était vieux. Mon palais, c'est l'ancienne maison du jardinier à l'entrée du cimetière. Pas le grand confort, pas de chauffage et des trous dans le toit, des trous pour voir le ciel. Mais c'est mon royaume et celui de Mimi. Le petit chat s'est mis à faire ses griffes sur ma veste. Avec sa langue rose, il léchait mes boutons en forme de marguerite. J'ai respiré un grand coup. C'est fini, ce gros chagrin, a demandé Homère. J'ai hoché la tête. Tout d'un coup, j'avais honte. Homère ne pleurait pas et pourtant, il aurait vraiment eu de quoi. Il dormait dans un palais troué et moi, dans un appartement bien chaud. J'allais rentrer me faire couler un bon bain et manger des tartines de pain avec du chocolat fondu. J'avais déjà vu des gens pauvres dans le métro, mais je n'avais jamais parlé avec eux. Je me demandais souvent comment on pouvait vivre comme ça. Comment on faisait pour se laver, pour manger et pour dormir dans le froid. Est-ce qu'on dormait vraiment? Alors j'ai pensé qu'Homère avait droit à un sourire tout chaud. Et j'ai répondu, oh, c'était pas grand-chose. On fait juste une banane de plus. C'est bon les bananes, non? J'ai ri, puis je lui ai rendu le petit chat et j'ai dit, bon, il faut que je rentre, maman va s'inquiéter. C'était un mensonge parce que maman ne rentre jamais avant 20 heures. Peut-être à demain. Oui, à demain, Anouk. Il m'a regardé partir, le petit chat serré contre lui. J'ai compris que pour l'ancien cimetière, c'était pas des mensonges, il habitait vraiment là. Et pourtant, il était bien vivant. Chapitre 4, la vie d'Homère. Homère a pris l'habitude de me retrouver
tous les matins à mon arrêt de bus. Je prenais triple ration de 1000 pops et on déjeunait tous les trois, Mimi, Omer et moi, sur le banc et en attendant mon bus. Omer connaissait du monde dans le quartier. À l'arrêt de bus, il parlait surtout avec une grand-mère, très bien habillée, qui empestait le parfum. Je les voyais rire tous les deux. Je ne sais pas ce qu'il lui racontait, mais je voyais bien dans ses yeux qu'elle s'en fichait, qu'il soit pauvre. Parfois, Omer était seulement Omer. Le soir, il arrivait à la boulangère de lui donner 1 ou 2 sandwichs. Quand elle fermait sa boutique, la gentillesse d'Omer était contagieuse. Depuis que je connaissais Omer, la boule en ciment dans ma gorge avait commencé à disparaître comme un glaçon au soleil. Parfois, il m'arrivait même de chantonner, fait rarissime depuis le départ de papa. Omer ne me posait pas de questions comme la psychologue. Il ne me faisait pas croire que j'étais une perle comme maman. Il ne me trouvait pas nul comme la maîtresse. Non, il était là, c'est tout. On aurait dit qu'il n'attendait rien de moi. Il m'écoutait, il m'accordait toute son attention et souvent il me faisait rire. Dans sa vie d'avant, il avait été marin, il avait visité le monde entier, traversé toutes les mers du monde. C'est pour ça que ses yeux étaient comme des lacs, c'était des restes de voyage. Il m'avait raconté qu'un jour, pendant une tempête, il avait glissé et il était tombé à la mer. Il avait cru mourir et quand les autres marins l'avaient repêché, il était gravement blessé. Après 3 mois d'hôpital, il avait perdu son travail et son logement. Depuis, il vivait dans cette petite maison sans confort. Je n'osais pas lui poser de questions, je ne voulais pas qu'il se sente tout nu, comme moi avec la psychologue. Je lui avais juste demandé comment il faisait pour manger. Je joue du banjo dans la rue piétonne, m'avait-il répondu. Je gagne ainsi quelques euros. Depuis ma chambre, je pouvais apercevoir la maison trouée d'Omer. Derrière le grand mur gris de l'ancien cimetière, c'est vrai qu'elle ne payait pas de mine sur le toit, il manquait des tuiles. Aux fenêtres, des carreaux étaient cassés et la porte d'entrée était toute tordue, avec l'hiver qui nous était tombé dessus. Je me demandais comment il faisait. Je n'irais pas dans un foyer. Ah, ça, non. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas les animaux dans ces endroits-là. Il avait souri d'un petit sourire triste. Avant, j'avais un chien. Il s'appelait Moïka. On a fait notre vie ensemble pendant 12 ans. Et puis il est mort. Soudain, la voix d'Omer s'était brisée. J'avais vu une larme dévaler sa joue et il avait dit d'une voix douce. Tu sais, Anouk, les morts sont souvent plus sympas que les vivants. J'avais touché sa grosse main qui avait traversé toutes les mers du monde. Et un petit sourire était né sur ses lèvres. Un petit sourire, tout chaud comme un croissant. Avec Omer, on se comprenait sans se parler. Chapitre 5. Une nouvelle amie. Un soir, en sortant de l'école, j'ai voulu lui faire une surprise. J'ai poussé le petit portail, tout déglingué,
du cimetière et j'ai crié. Omer, c'est moi. J'ai frissonné dans ce lieu trop silencieux. C'était un vrai silence de mort. Soudain, Omer a surgi de l'une des tombes abandonnées et j'ai poussé un hurlement. Ma respiration s'est arrêtée et mes jambes se sont mises à trembler. Omer a éclaté de rire. Il s'est excusé de m'avoir fait peur et il m'a invité à m'asseoir. Cette tombe, c'est mon placard. C'est là que je mets mes trésors pour pas qu'on me les vole. J'ai senti les couleurs revenir sur mes joues. J'ai sorti des croissants d'un petit sac en papier. Omer, les croissants, c'est pour fêter une grande nouvelle. Ah, ça, par exemple. Devine. Omer a regardé le ciel orangé. Tu as eu 16 en rédaction? Non, c'est mieux. Je me suis mis à chuchoter parce que ce que j'avais à dire était plutôt du genre intime. J'ai une amie, Omer, tu entends? Une amie, elle s'appelle Melika. Elle m'a invité à son anniversaire. Omer s'est levé et il est entré dans la tombe ouverte. Il est très vite ressorti avec une petite guitare. Joyeux anniversaire, a chanté Omer en grattant les cordes. Je me suis mise à tournoyer au son enjoué du banjo. Ma tête tournait, mon cœur chantait. Pour la première fois depuis longtemps, je trouvais que la vie était belle. Le jeudi matin, en attendant le bus, j'ai raconté l'anniversaire de Malika à Omer. C'est dingue. Elle avait invité presque toute la classe. Sa mère avait décoré l'appartement avec de grandes banderoles et des papiers de toutes les couleurs. Il y avait de la musique, des bonbons en forme de fraises, des gâteaux au miel, du jus d'orange à gogo. Et puis on a dansé aussi. Et tu sais pas quoi? Léandre, le gars le plus drôle de la classe, il m'a invité à danser. J'ai un peu rougi parce que c'était un truc carrément intime. Quand les lumières se sont éteintes pour le gâteau, j'ai baissé la voix, embrassé sur la bouche. Omer me regardait de ses yeux là remplis de tendresse. Depuis que je le connaissais, je ne gardais plus rien à l'intérieur de moi. J'avais dit à maman que j'avais un nouvel ami, qu'il était vieux et très gentil, que dans le quartier tout le monde l'aimait. Elle avait caressé mes cheveux en souriant. C'est bien ma puce, avait-elle dit. Les vieilles personnes ont beaucoup de choses à nous apprendre. Chapitre 6, l'idée d'une fête. Désormais, mes chagrins n'étaient plus des poissons. Avec Omer, je parlais de tout, de maman, de papa, de l'école. Omer avait de grandes oreilles pour écouter. Il était comme un grand-père, et le grand-père, c'est bien connu, ont bien plus de temps que les parents. Les parents, ils courent dans tous les sens en disant « oui, oui, on verra plus tard ». Moi aussi, Omer, tu sais, c'est bientôt mon anniversaire et je vais faire une grande fête à la maison. Tu viendras si je fête mon anniversaire. Omer a baissé la tête, il a fixé ses grosses chaussures en toile délavée. Il a passé sa main dans ses cheveux et il a dit « Anouk, c'est pas sérieux ma puce.
j'ai pas votre âge. Non, fête ton anniversaire avec tes copains. Et nous, on le fêtera tous les deux bien tranquille. J'étais triste quand mère dit ça. Je m'en fichais, moi, qu'il soit vieux. Omer était mon ami, et une fête sans lui, ce ne serait pas tout à fait une fête. On s'est quitté un peu triste ce jour-là, comme si le monde nous séparait, comme si on n'habitait pas la même planète. Omer était pudique, il ne se plaignait jamais, mais je devinais que son ciel était gris, que sa vie était dure. Omer et moi, on ne vivait pas sous le même ciel. Quand maman est rentrée du théâtre avec une pizza toute chaude, j'ai dit que la semaine prochaine j'aurai 9 ans et que je voulais inviter toute la classe. Toute la classe, c'est peut-être beaucoup, a dit maman. Mais la moitié, ça pourrait se faire. Puis elle a dit qu'elle ne pourrait pas être là à cause d'un rendez-vous très important. Mais qu'elle appellerait Natacha. Natacha, c'était ma babysitter quand j'étais petite et elle est méga cool. J'ai foncé dans ma chambre. J'ai sorti de mon placard tout un tas de matériel comme de la colle à paillettes et du raffia rouge. Et j'ai fabriqué 10 invitations. La plus belle serait pour Léandre. Chapitre 7. Une petite surprise. Le jour de mes 9 ans, Natacha est arrivée dès le matin pour m'aider à faire les gâteaux et à déplacer les meubles du salon. J'ai mis 1 heure à choisir ma tenue et je me suis changé au moins 10 fois. J'ai fini par enfiler mon jean avec ma tunique indienne. J'ai pris un peu de rouge à lèvres dans la trousse de maman et j'ai regardé l'heure. Dans une demi-heure, tout le monde serait là. À chaque fois que j'ouvrais la porte, je poussais un cri de joie. Malika, Léandre, Éléonore, Baptiste, Maria. Depuis que j'étais copine avec Malika, ils m'avaient tous adopté. Malika m'avait dit que depuis quelque temps, elle me trouvait carrément rigolote, que je n'étais plus réservé comme avant, qu'avant j'avais une tête de hérisson prête à piquer. J'avais ri quand elle avait dit ça. Et puis, j'avais pensé à Omer. C'était grâce à lui. Grâce à lui, le hérisson s'était transformé en papillon. J'ai ouvert mes cadeaux et soufflé mes bougies. Puis on a mis la musique à fond et on a commencé à danser. Soudain, on a sonné. J'ai pensé que c'était maman qui me faisait une surprise. J'ai bondi et j'ai ouvert la porte. C'était Omer. Il se tenait sur le seuil. Dans ses bras, il y avait un drôle de carton. Omer sentait l'eau de Cologne. Je me suis jeté dans ses bras, puis je l'ai poussé à l'intérieur. Tout le monde s'est arrêté de danser. « C'est qui ?» a chuchoté Malika à mon oreille. Omer m'a fait un clin d'œil et il a répondu « Je suis son grand-père. Je ne vais pas vous déranger longtemps. » Les enfants, je voulais juste porter ce petit cadeau à Anouk. Il m'a tendu le carton et j'ai tout de suite compris ce qu'il contenait. J'ai soulevé le couvercle et Mimi est apparu plus craquant que jamais. Les larmes sont montées dans mes yeux et j'ai murmuré « Non, mère, grand-père, ne fais pas ça. Il sera bien mieux avec toi, Anouk. »
Je sentais les larmes dévaler mes joues. Je me suis serré contre lui. Natacha m'a tendu un mouchoir et Léandre a dit que j'avais du bol d'avoir un cadeau aussi mignon. Et puis Mimi est passée de bras en bras. J'ai tendu une part de gâteau à Omer. Il a mordu dedans, en cachant ses dents qui manquaient, puis il a dit qu'il devait filer. Je n'ai pas pu le retenir ni lui parler, pas comme ça devant tous les copains de l'école. Je serais Mimi bien fort contre moi, le nez dans ses poils doux. Je retenais mes larmes, mais mon cœur pesait des tonnes. Quand tout le monde est parti, j'ai éclaté en sanglots. Natacha a dit que c'était l'émotion et que c'était bien normal. On a rangé l'appartement, remis les meubles en place, puis Natacha m'a embrassé et elle est partie. J'ai enfilé mon manteau et j'ai foncé dehors. La nuit était déjà bien noire et il n'y avait pas d'étoiles dans le ciel. À la météo, on avait annoncé de la neige. Chapitre 8. La disparition. J'ai poussé le portail du cimetière et j'ai tout de suite compris. La porte de la petite maison trouée était grande ouverte. J'ai passé la tête à l'intérieur, elle était vide. Omer avait disparu. Je suis remonté à la maison et je me suis jeté sur mon lit. Mimi miaulait. J'ai sorti le lait du frigo et j'ai rempli un bol. Puis j'ai replongé sous la couette. Je ne voulais plus voir le monde, ni les lumières, ni les étoiles. Omer était parti et mon ciel était gris. Je pleurais encore quand maman est entrée à la maison et s'est assise au bord de mon lit. Elle a glissé ses doigts doucement dans mes cheveux, comme quand j'étais petite. Anouk, Natacha est passée me voir au théâtre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de grand-père? Omer ne pouvait pas le savoir, mais mes deux grands-pères étaient morts avant ma naissance. J'ai répondu entre deux sanglots. C'est un ami, mon ami. Toi, une fillette de 9 ans, tu as un ami aussi bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La voix de maman était dure comme un caillou. Je sentais toute son inquiétude. Alors j'ai crié, Omer n'est pas bizarre, il est juste pauvre. Et puis je t'en avais parlé, et tu m'avais dit que c'était bien de parler avec des vieilles personnes. Tu ne t'en souviens pas, tu ne te souviens de rien. La voix de maman s'est adoucie. Oui, ma puce, c'est vrai. Tu m'en avais parlé, mais je ne pensais pas. Je ne pensais pas qu'il viendrait chez nous. Je me suis laissé aller contre sa poitrine et je lui ai parlé d'Omer, de ses voyages en mer, de ses yeux en lac et de ses grandes oreilles qui savaient m'écouter. Au fur et à mesure de mon récit, on aurait dit que le visage de maman se défroissait, qu'elle comprenait qu'on pouvait aimer Omer. Le vieux monsieur à la maison, troué. Ce n'est pas normal, maman, qu'il soit parti comme ça sans m'expliquer. J'ai bondi de mon lit. Je dois le retrouver. J'ai foncé dans le salon pour prendre mon manteau. Depuis ma chambre, maman criait « Anouk, tu restes ici ».
Elle m'a attrapé et je me suis débattu. Elle a sorti son téléphone portable de sa poche, puis, tout en continuant à me tenir le bras, elle a composé un numéro. Allô Charlie, bonsoir, c'est Anna. Je ne viendrai pas ce soir. J'entendais une voix qui criait à l'autre bout. Eh bien, c'est comme ça, a dit maman. Il y a plus important que le théâtre dans ma vie. Et elle a raccroché, j'ai fondu en larmes dans ses bras. Chapitre 9, le meilleur ami. Avec maman, on a passé la nuit à faire le tour des foyers et des hôpitaux, à la recherche d'Homère. Avec un nom pareil, il ne passerait pas inaperçu. Chaque fois, on nous répondait qu'il n'était pas là, mais qu'on pouvait laisser notre numéro de téléphone au cas où. On est rentré à la maison vers 4 heures du matin. Maman nous a fait des œufs au bacon et on s'est couché toutes les deux dans son lit. Elle a même accepté qu'on prenne Mimi avec nous. Le lendemain matin, elle m'a proposé de louper l'école. On restera toutes les deux à Nouchka. On a des choses à se dire, non? Non, maman, je préfère y aller. Au cas où Homer, je n'ai pas eu besoin de finir ma phrase. Maman m'a prise dans ses bras et m'a serré contre elle. J'avais les yeux tout gonflés par les larmes et maman m'a mis sa crème magique. Puis je suis descendu à l'arrêt du bus avec les 1000 pops, mais pas d'Homer. À l'école, malgré la crème anti-cerne, Malika a tout de suite vu que j'étais triste. C'est ça les vrais amis, ils devinent tout. Même quand on ne dit rien, elle a passé son bras autour de mon cou et on est resté comme ça, sans parler. En classe, la maîtresse nous a donné le nouveau sujet de rédaction. Parlez-nous de votre meilleur ami. Dites-nous ce que vous ressentez pour lui, ce qu'il vous apporte et ce que vous lui apportez. Malika m'a regardé et elle m'a lancé un clin d'œil. Le soir, j'ai pris le bus, comme une automate. Dans mon cœur, c'était un genre de mer en furie qui débordait. Dans ma gorge, la boule en ciment était revenue et elle m'empêchait de respirer. J'ai foncé à la maison sans passer par la case de canard. J'ai attrapé une feuille et un stylo et j'ai écrit « Le ciel d'Homère ». Et puis j'ai commencé à noircir le papier. Les mots sortaient tout seuls. Je n'arrivais pas à les retenir. On aurait dit que j'avais ouvert un robinet et que je ne pourrais plus jamais le refermer. J'ai écrit comme ça longtemps. Et quand j'ai senti que c'était fini, j'ai posé mon stylo et j'ai respiré en regardant le ciel qui s'assombrisait. À cet instant, le téléphone a sonné. C'était une voix inconnue. Je m'apprêtais à raccrocher quand j'ai entendu « Homer veut vous parler, je vous le passe. » Je serais le combiné contre mon oreille, la voix d'Homer. C'était comme un cadeau du ciel. Ah, ma puce, si tu savais, ils m'ont enfoncé de tasses d'aiguilles partout
et il m'oblige à me laver. C'est pas une vie, crois-moi. J'avais envie de pleurer et de rire à la fois. Omer m'a expliqué qu'il était tombé dans la rue et que les pompiers l'avaient ramassé pour l'emmener à l'hôpital, qu'ils avaient bien voulu passer prendre ses affaires dans sa maison, mais pas me prévenir parce que je n'étais pas de sa famille. Rien de grave, ma puce. Non, rien de grave. Mais ils ont profité pour me passer dans leur satanée machine à rayons laser. Ils voulaient voir mes poumons. Rien de grave, hein, ma puce. Surtout pas d'inquiétude. Et comment va Mimi? J'ai pris l'adresse de l'hôpital et j'ai dit « J'arrive, Omer, surtout ne bouge pas, j'arrive. » Pas de danger que je bouge. Avec tous ces fils. J'ai tout de suite appelé maman au théâtre et 10 minutes plus tard, elle était à la maison. Chapitre 10. Un toit pour Omer. On a filé à l'hôpital. La neige avait recouvert les rues. L'hôpital se trouvait dans le nouveau quartier. Il grimpait vers le ciel comme un grand monstre blanc. On a remonté de grands couloirs jusqu'à la chambre d'Omer. Dès qu'il m'a vu, il s'est redressé dans son lit, avec les perfusions qui sortaient de son corps. Il ressemblait à une marionnette, mais ses yeux-là brillaient comme des étoiles. Je lui ai présenté maman et les larmes sont montées dans ses yeux. « Ah, faut pas pleurer, a dit Omer. Les résultats sont bons, je sors dans 3 jours. Il m'a fait un clin d'œil avant d'ajouter « Le ciel me manque, regarde ici, il est blanc et triste. » J'ai regardé le plafond et pour la première fois, j'ai pensé que les maisons étaient comme des boîtes et qu'Omer n'était pas fait pour vivre dans une boîte. Que peut-être il avait vécu trop longtemps avec un toit troué au-dessus de sa tête. Puis on a parlé de Mimi. Omer a dit qu'il le reprendrait au printemps, qu'on se le partagerait comme si on était un couple divorcé. Puis il a ri. Par la fenêtre, j'ai vu les nuages se déplacer et le soleil entrer dans la chambre. Dans la lumière du soleil, les yeux d'Omer scintillaient comme des planètes. J'ai eu 16/20 à ma rédaction. La maîtresse m'a félicité et elle a lu Le ciel d'Omer devant toute la classe. Tout le monde a applaudi et ils ont dit que j'avais beaucoup de chance d'avoir un ami comme Omer. J'ai respiré un grand coup dans ma gorge. La boule avait fondu comme la neige au soleil. Omer est sorti de l'hôpital et il a réemménagé aussitôt dans sa petite maison. Je m'inquiétais à cause du froid. J'avais retrouvé Omer, mais depuis, je faisais des tâches de cauchemar. Je le voyais dans un frigo ou tout seul au Groenland. J'avais peur pour lui, peur de le perdre, vivre dans le froid et sans manger à sa faim. Est-ce que ça s'appelle vivre? Et puis un jour, j'ai vu de l'agitation dans le cimetière. 2 hommes avaient garé leur camion devant la porte déglinguée et ils déchargeaient les tuiles. Omer m'a fait un grand signe. Il avait un petit sourire aux lèvres. Pendant une semaine, les 2 hommes
on retapait la maison d'Omer, je me demandais d'où sortaient ces magiciens. Omer allait enfin avoir chaud. Un matin, à l'arrêt du bus, Omer m'a tendu un bouquet de fleurs. Mais Omer, ce n'est plus mon anniversaire, me suis-je exclamé en riant. C'est pas pour toi, Anouk, c'est pour ta mère. Pour ma mère? Oui, pour la remercier de ce qu'elle a fait. Devant mes yeux écarquillés, il a ajouté. Les réparations de ma maison, c'est elle. La magicienne, c'était ma mère. J'ai senti des larmes dans mes yeux, des larmes de joie. Ma mère courait peut-être dans tous les sens. Elle ne tenait pas toujours ses promesses, mais elle était là pour les choses importantes. Elle avait passé une nuit entière à courir les hôpitaux. Elle avait épongé mon chagrin, hébergé Mimi. Elle qui ne voulait aucun animal à la maison et surtout, elle avait offert de la chaleur à mon ami, de la vraie chaleur, celle qui vient du cœur. J'ai demandé à Omer ce que ça lui faisait de dormir sans voir le ciel. Il m'a dit que c'était bien, que le ciel était dans ses souvenirs et dans ses rêves, que dorénavant il était temps qu'il s'occupe de lui, de sa santé, parce que maintenant il avait tout un tas de bonnes raisons